on va accueillir la professeure Hélène Belleuil qui va nous parler cette fois d'analgésie intraveineuse. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Hélène Belleuil, je viens de Rennes et donc on m'a chargé de vous parler en chirurgie abdominale majeure de l'analgésie intraveineuse périopératoire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, je vais repartir des recommandations, les recommandations nationales et internationales, qui disent toutes, je suis désolée, c'est en anglais, mais enfin, elles disent toutes la même chose, qu'il faut faire des approches multimodales quand on fait de l'analgésie. Et c'est ce qu'on fait tous depuis maintenant 25 ans. Donc là, c'est les recommandations anglaises, américaines, françaises. Et puis, je vous ai mis en bas, là, Prospect. Je vais vous en parler un peu plus derrière. Prospect, c'est un groupe dont je fais partie, qui dépend de l'ESRA et qui fait des recommandations qui sont intéressantes parce qu'elles sont procédures spécifiques. Donc, c'est chirurgie par chirurgie. Et pour laquelle on a défini, parce que c'est vrai que quand on fait de l'analgésie multimodale, il y a un moment, il faut définir ce qu'on appelle l'analgésie de base. Et l'analgésie de base, après analyse de la littérature, eh bien, c'est du paracétamol et des AINS dès qu'on peut chez tous les patients. Donc, les recommandations de notre société sur la lido-IV, on en a deux. Donc, je vais commencer donc, par vous parler de la lido-IV, pardon. C'est celle de 2014 sur la réhabilitation après chirurgie colorectale et celle de 2016, qui vont toutes les deux dans le même sens, c'est-à-dire que c'est un grade fort, un accord fort, un grade 1. La lidocaïne intraveineuse est recommandée pour la chirurgie colorectale, soit en alternative à la péridurale thoracique, soit pour les procédures laparoscopiques. Et dans la RFE douleur 2016, c'est pareil, c'est recommandé, avec là un peu plus de détails sur les doses, dans les chirurgies majeures abdominopelviennes et rachidiennes, toujours chez les patients qui ne peuvent pas bénéficier soit d'une analgésie périnerveuse, soit d'une péridurale concomitante. Donc on va rediscuter un petit peu de tout ça. Alors, les recommandations prospect, qui sont intéressantes si vous ne les connaissez pas. Alors, il faut que... les recommandations de notre société chérie, l'ASFAR, sont meilleures, évidemment, mais celles-ci sont intéressantes parce qu'elles sont procédure par procédure. Donc, pour la colectomie par laparotomie, notre dernière revue, elle date de 2016. On est en train de l'actualiser. Je ne suis pas sûre que ça changera. Enfin, je ne peux pas vous le dire, on est en train de faire le travail. Mais déjà, la péridurale était recommandée pour la colectomie. Et en cas de contre-indication ou d'impossibilité de péridurale, la lido-IV était recommandée. Par contre, pour la célioscopie, la péridurale n'était pas recommandée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas efficace, bien sûr qu'elle est efficace, mais en termes de bénéfice-risque et de niveau de douleur, finalement, il est plus judicieux d'utiliser d'autres techniques comme la lido-IV ou le TAP bloc. Pour des chirurgies un peu plus lourdes, notamment l'hépatectomie, bien là, la recommandation, ça reste la péridurale, et c'est vrai pour d'autres chirurgies lourdes en chirurgie abdominale. Le TAP bloc sous-costal est aussi recommandé parce qu'il y a de la littérature, et par contre, de façon assez étonnante, il n'y a pas de littérature sur la lidocaïne IV dans les hépatectomies, et il y a des études qui sont à venir, et pour le moment, en fait, on n'a pas de données, donc on ne peut pas recommander la lido-IV dans les hépatectomies. Alors, la lido-IV, comment ça fonctionne? C'est un anesthésique local, je ne vais pas vous l'apprendre, qui donc bloque les canaux sodiques et la transmission nerveuse, mais qui est aussi intéressant parce qu'on peut le faire par voie veineuse et parce qu'il a une activité anti-inflammatoire importante et que ça va diminuer les phénomènes de sensibilisation centrale. Et donc, l'effet qui est intéressant et pourquoi la lido-IV c'est utile en chirurgie abdominale tout spécifiquement, c'est parce que c'est un effet direct sur le muscle lisse intestinal. Ça inhibe le réflexe sympathique viscéral et donc, en fait, ça réduit la durée d'iléus post-op. Je pense que vous le savez tous. Et c'est aussi par ce biais-là que la lidocaïne IV peut être intéressante en chirurgie rachidienne, puisque finalement, ce qui ennuie les patients en post-opératoire de chirurgie rachidienne, c'est l'iléus. Et donc, on se retrouve finalement dans la situation de la chirurgie abdominale au sens large. Alors, des études sur la lidocaïne IV, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de niveaux de preuves. Je vous mets ici une méta-analyse, mais il y en a d'autres, qui regroupe quasiment 3000 patients, qui a séparé ça en chirurgie ouverte ou chirurgie par laparoscopie ou autre chirurgie. Vous voyez qu'en chirurgie laparotomie ou laparoscopie, on a une efficacité, c'est-à-dire une diminution des consommations de morphine, mais qui a une pertinence clinique parce que c'est associé à une diminution des nausées-vomissements, à une diminution de la douleur et à une reprise accélérée du transit. On gagne 5 à 6 heures.
Autre méta-analyse qui est intéressante parce qu'elle s'intéresse à d'autres éléments, notamment la satisfaction. Alors, certes, il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y en a que 2, mais qui vont toutes les deux dans le même sens pour dire qu'on a une amélioration de la récupération post-opératoire quand on fait un test de Q40 et retrouve évidemment des diminutions de consommation de morphine. Et puis, on retrouve même, vous voyez, dans certaines études, une diminution des durées de séjour, même si c'est quand même un item qui est difficile à analyser, la durée de séjour, parce que ça dépend de beaucoup d'autres choses. Alors, la lido-IV, comment on la compare avec la péridurale? Il y a 2 études qui étaient vraiment bien faites sur le plan méthodologique, qui ont un peu clos le débat, parce que d'ailleurs, depuis, il n'y en a pas eu énormément, qui montrent que, en fait, on n'a pas de différence sur la reprise du transit. Donc, on peut tout à fait se passer de la péridurale, faire de la lido-IV, y compris en chirurgie ouverte, parce qu'on a le même bénéfice sur la reprise du transit. Sur la douleur, les résultats sont un peu plus contradictoires. Il semble que la péridurale reste supérieure à la lidocaïne IV. En tout cas, si on est dans une situation où on ne peut pas faire de péridurale, effectivement, la solution simple, c'est la lidocaïne IV. Si on veut la comparer avec une autre technique qui est le TAP block. Donc là, c'est une étude randomisée contrôlée, mais il n'y avait pas de double aveugle, c'est un peu gênant. En chirurgie bariatrique celluloscopique, des patients qui avaient, technique particulière, du sulfentanyl puis du rémifentanyl. Et 3 groupes, un TAP block, de la lido-IV ou un groupe contrôle qui n'avait rien. Et en post-opératoire, ils avaient un AINS et des opiacés. Résultat, en fait, ils ont montré que le TAP block et la lidocaïne, c'était équivalent. Dans ces 2 groupes-là, par rapport au groupe contrôle, on avait un meilleur score de récupération, des niveaux de douleur plus faibles, et avec un petit avantage sur la réduction de la consommation de morphinique péropératoire avec la lido-IV. La lido-IV, vous savez aussi que son efficacité, elle dépend des chirurgies. Comme je vous ai dit, c'est la chirurgie abdominale au sens large, donc c'est-à-dire j'ai inclus dedans la chirurgie urologique, gynécologique. Mais ça, c'est donc des diapos de Valéria Martinez qui montrent qu'on a une efficacité finalement qui est vraiment importante sur la chirurgie celluloscopique, qui est vraie aussi sur la chirurgie par la parotomie, mais on a de moindre puissance, une moindre épargne morphinique. Donc en pratique, quand on fait de la lido-IV, comment on fait? Faut vous mettre une valve anti-reflux, c'est toujours bien avec ces médicaments-là. Avoir un protocole intralipide dans votre bloc opératoire, mais vous l'avez forcément. Utiliser concentration standardisée, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a la lidocaïne 1%, il y a de la 2%, et que vous ayez l'une ou que vous ayez l'autre, utilisez toujours la même concentration parce que c'est source d'erreurs inutiles. Chez les obèses, c'est le poids total pour le bolus. C'est toujours un peu compliqué, ces histoires de poids total et poids idéal, mais c'est comme ça. Donc c'est poids total pour le bolus et c'est poids idéal pour la seringue électrique derrière. Chez les patients âgés, il y a une seule étude vraiment mal faite sur la pharmacologie de la lidocaïne chez les patients âgés et qui, donc, suite à ça, on dit qu'il faudrait réduire les doses de 30%. En fait, on n'en sait trop rien. Et moi, j'ai une interne, qui n'est plus interne maintenant, chef de clinique brillante, qui va faire sa thèse de science là-dessus. Donc, elle va nous apporter plein de données sur la pharmacologie de la lidocaïne dans les populations spécifiques. Donc, on pourra vous en dire plus dans quelques années. Des contre-indications... L'instabilité hémodynamique, c'est une contre-indication théorique, effectivement, mais en même temps, quand vous êtes en train de gérer un choc hémorragique, vous n'êtes pas en train de penser à faire de la lido-IV. Les insuffisances cardiaques sévères, graves, et encore, les cardiologues, eux, n'ont pas la main légère sur la lido-IV. Par contre, si vos patients ont des troubles du rythme majeurs ou ils sont traités par un antiarythmique de la même classe que la lidocaïne, il faudra éviter la lidocaïne. Et l'insuffisance hépatique majeure, parce que ça a une clairance hépatique. Mais encore une fois, ça ne contre-indique pas du tout la lidocaïne dans la chirurgie hépatique. Parce que les patients qu'on opère, et moi je fais que de la chirurgie abdominale, donc je fais beaucoup d'hépatectomie, les patients qu'on opère d'hépatectomie ne sont pas insuffisants hépatiques. Ils ont un bilan hépatique normal. Et donc là, on parle d'insuffisance hépatique majeure de patients qui sont child-C et qui ont un TP qui est abaissé. L'épargne morphinique, donc si on veut comparer, donc ça c'est une diapo pareil que je réutilise, mais avec son autorisation de Valéria, que j'aime bien parce qu'elle compare l'épargne morphinique que l'on peut obtenir avec les 2 médicaments principaux qu'on utilise par voie IV, qui sont la kétamine et la lidocaïne IV, qui montrent que quand même on a une épargne morphinique qui est beaucoup plus importante avec la kétamine, 3 fois plus importante. Mais il ne faut pas opposer ces 2 médicaments parce que d'ailleurs, bien souvent, on les utilise ensemble.
Et que la kétamine, en fait, elle est montrée, mais ça vous le savez, elle est plus efficace dans les chirurgies les plus traumatiques. Donc, mais ça va avec les recommandations sur la kétamine. La kétamine, elle est recommandée chez des patients, parce que c'est les études qui ont montré une efficacité plus importante chez des patients sensibilisés, entre guillemets, c'est-à-dire des patients avec des facteurs de risque de douleurs post-opératoires. Et dans ces facteurs de risque, eh bien, il y a le type de chirurgie. Donc plus la chirurgie est traumatique, délabrante, longue, plus on a un bénéfice intéressant de la kétamine. Donc, je vous ai parlé de la lido-IV, qui est notre atout principal en analgésie périopératoire par voie intraveineuse. Je vous ai parlé de la kétamine. C'est pareil, donc la kétamine, comme je viens de le dire, sur des populations un peu particulières, pas chez tout le monde. Et puis, je vais vous parler du magnésium. Le magnésium, ça revient un peu à la mode, tout le monde fait du magnésium, et c'est une molécule intéressante. Ça, c'est une méta-analyse qui date de 2013, qui montre qu'on a une épargne morphinique qui est intéressante avec le magnésium. Vous voyez, les études font quand même un peu toutes dans le même sens. Une réduction de la consommation de morphine. Une autre étude plus récente, méta-analyse, qui va dans le même sens, avec une réduction de la consommation de morphine, que vous fassiez soit juste un bolus, soit un bolus et derrière une infusion continue. Et ça, c'est associé avec l'espérance qu'on ait une réduction d'effets cliniques qui sont plus pertinents, par exemple la réduction des nausées et vomissements, et c'est ce qui a été trouvé dans des études postérieures. Autre chose qui est intéressant dans le magnésium, c'est dans cette idée de faire de moins en moins de morphinique, eh bien, c'est que ça a quand même un effet stabilisateur de la fréquence cardiaque. Donc, vous diminuez la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça a été montré dans cette méta-analyse de Patrice Forget, avec certes peu de patients, peu d'études. Je vous l'accorde. Bon, ceci étant, c'est intéressant si vous voulez maintenir une stabilité hémodynamique en faisant très peu de morphinique, voire pas de morphinique. Et donc, le pendant de ça, c'est que ça fait partie des effets secondaires du magnésium. Vous pouvez avoir des effets sur la fréquence cardiaque et des hypotensions. Donc, l'analgésie en chirurgie majeure abdominale, la base, et c'est ce que je vous ai dit, je ne reviens franchement pas dessus, c'est paracétamol, Nefopam parce qu'on est en France, mais je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a très peu de littérature sur le Nefopam, parce que c'est un médicament qui est très utilisé en France et pas ailleurs. Les anti-inflammatoires, pareil, je ne reviens pas dessus. Je n'ai pas eu envie de revenir sur la polémique sur les anti-inflammatoires en chirurgie colorectale. C'est une polémique qui est passée, on n'en parle plus en fait. Il y a les études qu'il faut pour dire qu'il n'y a pas de contre-indication à faire des anti-inflammatoires en chirurgie colorectale. Les contre-indications des INS, ça reste les contre-indications standards. Et celle qui nous ennuie le plus, mais qu'on ne peut pas contourner, c'est l'insuffisance rénale. Mais en dehors de ces contre-indications-là, il n'y a pas de contre-indication spécifique dans la chirurgie colorectale et abdominale au sens large. La dexaméthasone, évidemment, qui aujourd'hui est recommandée d'être faite à tous les patients pour les nausées vomissements, eh bien, elle a aussi un effet analgésique. Donc, ne pas se priver de tout ça, ça c'est la base. Paracétamol, INS, Nefopam, dexaméthasone. Et puis, réduire les doses de morphinique per op, ça c'est vrai pour toutes les chirurgies, mais c'est aussi vrai pour la chirurgie abdominale. Quand vous allez être dans une chirurgie majeure, ce d'autant que le patient il a des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il est douloureux en préopératoire, il consomme des opiacés en préopératoire, il a des addictions, il a un profil anxieux, ou vous anticipez que c'est une chirurgie franchement traumatique, que c'est une chirurgie où vous savez qu'en post-opératoire est très douloureuse, la kétamine, un bolus et une seringue électrique en fonction de la durée de la chirurgie. Le sulfate de magnésium, la même chose. Pas forcément chez tout le monde, parce que c'est un médicament, donc ça a des effets secondaires, mais ça peut être intéressant, pareil, un bolus et ou une seringue électrique. Et puis la lido-IV, en première intention, si vous faites des celluloscopies, clairement, il y a un bénéfice qui est bien démontré. Et en deuxième intention, dans des chirurgies plus importantes, la péridurale, ça reste vraiment le gold standard sur la chirurgie de l'œsophage, notamment pour pouvoir permettre de la VNI, de la rééducation respiratoire en post-opératoire. On n'a pas fait mieux que la péridurale, donc l'œsophagectomie, ça reste la péridurale. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où on n'a pas de péridurale. À ce moment-là, on va faire la lido-IV, mais c'est une méthode dégradée. L'hépatectomie, j'ai mis un point d'interrogation. Je vous ai dit, il n'y a pas de données. Il y a des études, une étude qu'on va essayer de démarrer sur l'intérêt de la lido-IV en hépatectomie. Je ne vous cache pas que en fait, nous, on en fait tout le temps, tous les jours. Moi, je fais tout le temps de la lido-IV dans les hépatectomies, mais en fait, il n'y a pas de données dans la littérature. Donc, c'est intéressant de le montrer. Mais les recommandations nationales et internationales restent que le gold standard, c'est la péridurale dans les hépatectomies. Par la parotomie, je parle.
Donc, tout ça, dans le cadre de 2 choses importantes qu'il faut toujours avoir en tête. La safety. Donc là, je vous propose plein d'associations et il faut faire attention. C'est pour ça que je dis pas de magnésium à tout le monde. Le magnésium, c'est hypotenseur, par exemple. Donc, faire attention, par exemple, aux patients âgés. Donc, faites attention aux associations que vous faites. Ce n'est pas forcément toujours la même recette de cuisine pour tout le monde. Et on arrive au principe des protocoles personnalisés. Donc, ce que je vous donne là, ce n'est pas du tout une recette de cuisine. Ce n'est pas du marmiton. C'est à adapter à chacun de vos patients en fonction de leurs facteurs de risque, en fonction de la chirurgie que vous allez faire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle pour la professeure Belloy? Si oui, on va vous inviter à vous rapprocher des micros. Sinon, on va commencer par des questions ici avec nous. Moi, j'ai une petite question sur les hépatectomies. Donc, lidocaïne IV systématique, si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est ce qu'on fait, mais il n'y a pas de données dans la littérature. Pour raconter toute l'histoire, l'année dernière, j'ai proposé un PHRC sur le sujet qui s'est fait retoquer parce qu'un des experts m'a dit qu'il y avait toute la littérature pour dire qu'on pouvait le faire. Bon, alors, donc on va le reproposer. Mais il y a effectivement, de façon assez étonnante, pas de littérature convaincante, bien faite sur la lido-IV dans les hépatectomies. Alors que nous on le fait, mais bon, c'est pas parce que nous on le fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fait de la lido-IV dans les hépatectomies. Je parle des hépatectomies standards que l'on fait, tumorectomie, métastasectomie, ce qu'on fait tous les jours, sur des patients qui n'ont pas d'insuffisance hépatique et chez qui on n'a pas mis de péridurale. Alors, je ne sais pas dans votre pratique, mais nous, on a de plus en plus de stélioscopie pour ces hépatectomies. Et donc, du coup, plus du tout de péridurale. Et on est en plein de réflexions, en tout cas, lido, où est-ce qu'on fait des blocs. Et voilà, donc c'est un peu... Sur la célioscopie, donc nous aussi, on est en train de transitionner vers la célioscopie. Donc, sur la célioscopie, en fait, on ne se pose pas de questions, mais il n'y a pas de littérature. On fait de la lido-IV à tout le monde sur les hépatectomies, célioscopie. Et on a l'impression qu'on a des bons résultats, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de douleur post-opératoire qui sont franchement acceptables. Mais encore une fois, c'est pas publié, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à l'Assemblée? Oui, allez-y. Petite question brève. Vous n'avez pas abordé le problème des molécules de type Dexdor ou catapressant, qu'en est-il? Oui, alors c'est un autre, parce que c'est un autre sujet, c'est un autre topo. C'est si on se mettait à parler d'opioïdes free anesthésia, donc c'est pas spécifique à la chirurgie abdominale. C'est autre chose. C'est si vous voulez vous passer de morphinique et avoir quand même une stabilité hémodynamique, on peut se tourner vers les alpha-2 agonistes qui ont leurs propres effets secondaires que je vous rappelle, c'est bradycardie, hypotension. Après, bradycardie, hypotension, on est anesthésiste, on sait gérer. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on arrive à des associations multiples, la kétamine, la lido-IV, du magnésium, du Dexdor, etc., etc. Et donc, faites attention à toutes ces associations et aux recettes de cuisine qu'on peut trouver sur Internet parce que tous ces médicaments ont des effets secondaires. Donc oui, la dexméthomidine ou la clonidine, c'est intéressant. Dernier point sur ça, c'est que c'est des médicaments qui sont sédatifs. Si vous en faites, en chirurgie abdominale, on a de la chance parce que la fermeture, elle est longue. En tout cas quand c'est par laparotomie, pensez à arrêter les seringues bien longtemps à l'avance parce que sinon les patients ils sont franchement sédatés en salle de réveil. Question sur votre droite. La lido-IV, vous l'arrêtez quand? Et allez-y. Non, alors nous la lido-IV, on la laisse jusqu'à la sortie de la salle de réveil. On la laisse en salle de réveil et quand le patient sort de salle de réveil, on l'arrête. Et est-ce qu'il y a un délai minimal de chirurgie pour laquelle cette molécule est intéressante? Je veux dire, chez moi, les chirurgiens et les gynécos, ils font les hystérectomies en une demi-heure. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la lido à ce moment-là ou pas? C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse absolue. C'est clair que pour une durée minimale de chirurgie, vous allez juste faire un bolus, vous n'avez même pas le temps de mettre la seringue électrique. Donc on peut se poser la question de l'intérêt. Je pense que le bolus, il est quand même intéressant et surtout, il y a peu d'effets secondaires, ce qui n'est pas vrai avec la kétamine. Et que sur des durées de chirurgie qui sont courtes et qui sont peu douloureuses, là par contre, le bolus de kétamine qu'on voit parfois faire, je trouve de façon un peu systématique, vous n'aurez pas de bénéfice et vous risquez des effets secondaires. C'est une chirurgie qui dure 45 minutes, vous risquez d'avoir en fait des hallucinations en post-opératoire. Sur la lido-IV,
Il n'y a pas vraiment de littérature pour répondre à votre question, mais je pense qu'on peut faire un bolus et qu'on aura des bénéfices et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Une seconde question. Oui, par rapport au magnésium et à la kétamine, ils ont tous les deux une efficacité par un effet anti-NMDA. Est-ce qu'il y a un intérêt à les cumuler, vu les effets secondaires quand même du magnésium et l'effet que je trouve assez faible? Alors, en fait, il y a une étude, je ne vous ai pas montré, mais je les ai gardées parce que je me suis dit que cette question allait venir. Il y a cette étude-là qui comparait l'association magnésium et lidocaïne, mais il n'y a pas d'étude magnésium-kétamine, ce qui rend difficile de répondre à cette question. Quand on associe les deux, je vous montre les résultats vite fait. Si on fait magnésium lidocaïne, vous voyez que vous avez la morphine, là, c'est le pourcentage de patients qui consommaient de la morphine. Il y en a beaucoup moins dans le groupe lidocaïne, magnésium, et vous voyez les doses de morphine, beaucoup moins. Et il y avait une traduction clinique, une réduction des nausées et vomissements. Donc il y a un intérêt à associer lidocaïne et magnésium. Le problème de cette étude, c'est qu'ils ne parlent absolument pas de leurs effets secondaires. Donc on ne sait pas s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu, s'il y a eu des hypotensions, des bradycardies, on ne sait pas. Pour revenir à la question sur la kétamine, c'est vrai qu'intellectuellement, ce n'est pas forcément logique de les associer puisqu'on cible le même récepteur et que donc si on veut faire de la pharmacologie, ce n'est pas logique. Mais il n'y a pas d'études comme celle-ci, en fait, il faudrait refaire la même, mais en mettant de la kétamine pour voir si on a un bénéfice clinique ou pas. Donc, je ne peux pas répondre complètement à ta question, Philippe. Est-ce qu'il y a encore des questionnements sur les schémas posologiques et les doses totales administrées sur des chirurgies parfois très longues? Oui, bonjour, j'avais une question concernant la lido-IVSE. Vous décidez de la garder en salle de réveil, mais si on fait les bolus d'infiltration de l'aropéine fait par les chirurgiens, il y a le risque de non, mais faut toxicité. Pas. Faut pas. Il faut pas. Ah. C'est l'un ou l'autre. C'est fromage ou dessert. Vous pouvez pas faire les deux. Non, vous avez effectivement un risque de toxicité. Donc, si vous faites le choix de faire un tab bloc, de faire une infiltration ou que sais-je, vous arrêtez la lido-IV, bien évidemment. Pas les deux. Parce que vous avez un risque de cumul et de toxicité. Donc, vous faites un choix. Si on fait de la lido-IV péropératoire, on l'arrête avant. Ouais. Le chirurgien fait son infiltration. Et vous démarrez l'infiltration. Oui. Voilà. Oui. Non, mais pas les deux, effectivement. Vous avez un risque de cumul. Oui, la question c'était... Pardon. Schéma posologique, est-ce qu'il y a encore des questionnements sur la stratégie et en dose cumulée sur des chirurgies, on va dire particulièrement... Sur la lido-IV. Alors, c'est en gros dans les études, c'est entre 1 à 2 mg/kg pour le bolus et pour la seringue électrique. Donc, voilà, vous faites 1,5, vous êtes dedans. Sur les doses cumulées, il n'y a pas beaucoup d'études sur la pharmacologie de la lidocaïne telle qu'on l'utilise nous, en fait, pas la lidocaïne des cardiologues. Il semblerait qu'il y a un très faible risque d'accumulation, en fait. Le métabolisme, il est quasiment exclusivement hépatique. Et donc, le problème pourrait se poser, mais il n'y a pas d'études, chez les patients qui sont insuffisants hépatique sévère. Mais chez ces patients-là, on ne leur administre pas de lidocaïne. Donc, il n'y a pas de risque de cumul. Il n'y a plus trop de débats sur les doses. Mais il faut faire attention, parce que c'est toujours la question qui est tout le temps posée. Je ne sais pas pourquoi cette question est tout le temps posée, mais est-ce que je peux faire une péridurale et de la lido-IV? Non, en fait. D'abord, il n'y a aucun intérêt, déjà. Et ensuite, il ne faut pas cumuler les anesthésiques locaux. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Association rachimorphine plus xylo-IV contre péridurale dans chirurgie lourde. J'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas. La rachimorphine, elle est en train de faire son retour. Là, c'est le comeback de la rachimorphine. Moi, j'ai jamais été une grande fan parce que je trouve que ça a des effets secondaires. Mais bon, si j'essaie de rester objective et factuelle, il y a de la littérature qui montre que la rachimorphine est intéressante. Après, ça reste donc un morphinique, de la morphine. Mais versus la péridurale, en fait, il y a des critères quand même sur la réhabilitation, où la réhabilitation serait probablement meilleure en post-opératoire si on fait une péridurale, notamment sur le ventilatoire, qui est important quand même quand on fait une laparotomie. Voilà. On a encore le temps pour une question. Bonjour, moi je travaille en réanimation et on a des patients qui ont des chirurgies aortiques
il reste longtemps en réanimation. Et donc, question de la lidocaïne IV pendant une longue période. Alors, il y a quasiment un seul papier qui était bien fait sur le sujet. C'est un papier français, d'ailleurs, qui date un petit peu, où ils avaient laissé la lido-IV pendant longtemps. Je vais vous dire des bêtises, mais je me demande si c'était pas 48 heures, et qui avait montré un bénéfice. En pratique, ça se fait peu parce qu'il faut être dans un contexte où il faut pouvoir surveiller les patients. Mais si vous dites que vous êtes en réanimation, sur des patients sur lesquels il faudra quand même surveiller qu'ils n'ont pas d'insuffisance hépatique, pas de défaillance, on va dire, vous pouvez laisser la lidocaïne pendant plusieurs jours sous surveillance permanente scopée. Donc en réanimation, oui, c'est possible. Merci. Je propose qu'on passe à la présentation suivante, donc, qui va être donnée par le docteur Thomas Godet sur le gold standard finalement, la péridurale pour cette chirurgie abdominale majeure. Merci.